Mon frère a appelé de l'extérieur en criant « Ouvre-moi, j'ai besoin d'aide, tout de suite !» Mais je n'ai pas bougé car mon frère était assis à côté de moi sur le canapé. Nous avons fixé la porte. La voix à l'extérieur a crié à nouveau, avec sa voix exacte. Nous avons appelé la police. Les coups ont commencé à 21h47. 3 coups violents, désespérés. Le genre de coup qui vous fait bondir du canapé avant même que votre cerveau ne rattrape votre corps. « Ouvre-moi, j'ai besoin d'aide, tout de suite !» La voix de mon frère, la voix de Marc, la même tonalité, le même rythme, même cette légère traînance sur tout de suite qu'il a depuis notre enfance. Sauf que Marc était assis à 1 mètre de moi sur le canapé, une bière à la main, les yeux rivés sur la porte, la bouche close. Les coups ont repris plus fort. « Allez, quelqu'un me poursuit, ouvre la porte. » Ma main s'est dirigée vers le verrou mortier instinctivement. C'est mon frère, c'est Marc, il a besoin d'aide. Mais Marc a agrippé mon bras si fort que ses doigts y ont laissé des marques. Non, son visage était blanc, pas un blanc de peur, un blanc d'horreur. Cette pâleur que l'on n'atteint que lorsque la réalité cesse d'avoir un sens. C'est ma voix, chuchota-t-il. C'est exactement ma voix. Plus de coups. La porte a tremblé sur son chambranle. S'il te plaît, je suis blessé. Pourquoi vous n'ouvrez pas la porte? Nous sommes restés figés sur le canapé, le match de basket continuant de défiler à la télévision derrière nous, tandis que quelqu'un dehors suppliait à l'aide avec la voix volée de mon frère. Et j'ai réalisé à cet instant que le vol d'identité dont nous pensions nous être occupés il y a 3 semaines n'avait été qu'un début. Je dois revenir en arrière. Je m'appelle Jason Leroy. J'ai 31 ans. Je suis comptable pour une entreprise de taille moyenne dans le centre-ville. Et jusqu'à récemment, mon plus gros problème était de savoir si je devais renouveler mon abonnement à la salle de sport. Marc est mon frère aîné de 3 ans. Nous avons toujours été proches. Nous avons partagé une chambre en grandissant, sommes allés à la même université, regardons encore les matchs ensemble chaque dimanche. Il travaille dans la vente pharmaceutique, gagne bien sa vie, a une de ces vies qui semble sans effort vue de l'extérieur. Un bel appartement, un bon travail. Cette confiance aisée qui donne envie aux gens d'être autour de lui. 3 semaines avant cette nuit à la porte, Marc m'a appelé à 7 heures du matin. Quelqu'un a vidé mon compte courant. J'étais encore à moitié endormi. Quoi? 11 000 € disparus et mes cartes de crédit sont plafonnées. Les 3. J'ai des alertes pour fraude sur mon téléphone de 4 endroits différents. Je me suis assis dans mon lit. Tu as cliqué sur quelque chose? Ouvert un email bizarre? Je ne sais pas. Peut-être. Je ne me souviens de rien. En 48 heures, nous avons découvert l'étendue des dégâts. Quelqu'un avait souscrit 2 crédits automobiles au nom de Marc, une BMW et une Mercedes, 60 000 € de dettes dont il ignorait tout. Ils avaient fait une demande pour 6 cartes de crédit, avaient changé le mot de passe de son email principal, avaient tenté d'accéder à son plan d'épargne retraite. L'enquêtrice en fraude de sa banque, une femme nommée Patricia Okonkwo avec 12 ans d'expérience dans les affaires de vol d'identité, nous a dit que c'était sophistiqué. La plupart des voleurs d'identité sont opportunistes, expliqua-t-elle au téléphone. Ils obtiennent votre numéro de sécurité sociale via une fuite de données, ouvrent quelques comptes, font quelques achats, passent à autre chose. Ceci est différent. Celui qui a fait cela avait accès à vos informations personnelles à un niveau granulaire. Les questions de sécurité. Le nom de jeune fille de votre mère. Le nom de votre animal de compagnie quand vous étiez enfant. Comment est-ce possible? Cela pourrait être quelqu'un que vous connaissez. Cela pourrait être un très bon ingénieur social. Quoi qu'il en soit, je vous recommande de porter plainte et de geler votre crédit auprès des 3 agences immédiatement. Nous avons tout fait comme il fallait. Porter plainte, geler le crédit, changer tous les mots de passe pour des versions aléatoires, mise en place la double authentification sur chaque compte. Nous avons cru que c'était réglé. Nous avons cru en avoir fini. La première chose étrange est arrivée 6 jours après le gel du crédit de Marc. Son patron l'a appelé un samedi matin, la voix tendue par une colère à peine contenue. « Marc, je ne sais pas ce qui se passe avec vous, mais manquer 3 réunions clients d'affilée est inacceptable. Le compte Henderson a spécifiquement demandé que vous soyez présent et vous n'êtes pas venu 2 fois. » Marc était déconcerté. « Quelle réunion? Je n'avais rien de prévu. Vérifiez votre calendrier. Je vous ai transféré les invitations moi-même. » Marc a ouvert son calendrier professionnel. Vide. Son patron lui a envoyé les invitations transférées. 3 réunions, toutes programmées par Marc Leroy via le système interne de l'entreprise. Toutes confirmées par quelqu'un répondant depuis l'email professionnel de Marc. Mais Marc ne les avait pas programmées, ne les avait pas confirmées, n'en connaissait pas l'existence. Son patron était sceptique. Il pensait que Marc cachait une sorte de crise personnelle, mais accepta de vérifier. Le service informatique n'a rien trouvé. Aucun accès non autorisé au compte de Marc. Aucune tentative de connexion depuis des lieux inhabituels. Celui qui avait programmé ces réunions l'avait fait depuis le réseau de l'entreprise en utilisant les identifiants de Marc pendant les heures de bureau normales. Peut-être les avez-vous programmés et oubliés. Le type de l'informatique a suggéré que le stress pouvait jouer des tours à la mémoire. Marc n'a pas discuté, mais j'ai vu son visage quand il est rentré ce soir-là. Il savait qu'il n'avait pas oublié. 4 jours après les réunions fantômes, l'ex-petit
petit ami de Mark m'a appelé. Pas Mark, moi. Jason, il faut que tu parles à ton frère. La voix de Mélanie tremblait. Il doit arrêter de m'appeler. Ça me fait peur. Vous appelez? Mark ne l'a pas fait. J'ai des messages vocaux. 12 d'entre eux au cours de la semaine dernière à 2h30 du matin, me suppliant de le reprendre, disant qu'il ne pouvait pas vivre sans moi, disant « S'il ne peut pas m'avoir, personne ne le pourra ». Mon estomac s'est serré. Mélanie, il faut que vous m'envoyiez ces messages vocaux. Elle l'a fait. Je les ai écoutés avec Mark assis à côté de moi sur mon canapé, et nous avons écouté en silence la voix de mon frère. Sa voix exacte, chaque inflexion, chaque respiration, chuchotant des choses qu'il n'avait jamais dites. Mélanie, s'il te plaît, je ne suis rien sans toi. Je ferai n'importe quoi. Je serai qui tu voudras que je sois. Je te vois. Tu sais, je te regarde marcher jusqu'à ta voiture tous les matins. Cette robe bleue hier était magnifique. Tu ne peux pas m'ignorer éternellement. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Tu le sais. Mark tremblait au 3e message. Ce n'est pas moi, dit-il. Je n'ai pas parlé à Mélanie depuis 8 mois. Nous avons rompu d'un commun accord. Je ne dirai jamais ça. Je sais que c'est ma voix. C'est exactement ma voix. Mais je n'ai rien dit de tout cela. Je ne comprenais pas comment c'était possible. Les imitations de voix, c'est une chose. Mais ce n'était pas une imitation. C'était parfait. Chaque respiration, chaque pause. Même la façon dont la voix de Mark monte légèrement quand il est ému. Nous avons appelé la police, déposé une plainte pour harcèlement au nom de Mélanie, expliqué la situation. L'agent qui a pris notre déposition, un type nommé Rodriguez avec une moustache épaisse et des yeux fatigués, nous a écoutés poliment, mais n'avait pas l'air convaincu. Donc, vous dites que quelqu'un passe des appels avec votre voix? Oui, en utilisant une sorte de changeur de voix. Je ne sais pas comment ils font, mais ces messages vocaux, ce n'est pas moi. Rodriguez a hoché la tête lentement, a pris des notes. Nous allons enquêter, mais sans preuve de qui passe les appels, il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire. Il nous a donné un numéro de dossier et nous a suggéré de prendre un avocat. Une semaine avant la nuit à la porte, notre mère m'a appelé en pleurant. Jason, je ne sais pas quoi faire. Mark vient de me demander 5 000 €. J'étais au travail, à fixer un tableau tableur qui soudain semblait très peu important. Maman, doucement. De quoi parles-tu? Il a appelé il y a 20 minutes. Il a dit qu'il avait des ennuis. Il a dit qu'il devait de l'argent à des gens très dangereux et que s'il ne les payait pas avant vendredi, il lui ferait du mal. Elle sanglotait maintenant. Il avait l'air si effrayé. Jason, il m'a supplié de ne rien te dire. J'ai regardé à travers le bureau. Mon téléphone a vibré. Un texto de Mark. Salut, tu veux déjeuner? J'ai une envie de taille. Il était à son bureau en centre-ville en train de déjeuner. Pas en train d'appeler notre mère, de supplier pour de l'argent. Maman, Mark est au travail en ce moment. Il ne t'a pas appelé? Si, je lui ai parlé pendant 10 minutes. Il connaissait des choses. Jason, il a mentionné Biscotte. Biscotte, notre chienne d'enfance, une Golden Retriever morte quand j'avais 12 ans. Nous n'avions jamais posté quoi que ce soit sur elle en ligne, ne l'avions jamais mentionné publiquement. Il a dit qu'il était désolé de ne pas venir plus souvent. Il a dit qu'il m'aimait. Il a pleuré. Jason, il a vraiment pleuré. Mon sang s'est glacé. Maman, écoute-moi très attentivement. Ne envoie d'argent nulle part. Ne donne à personne tes coordonnées bancaires ou tes numéros de carte. Quelqu'un se fait passer pour Mark. Nous ne savons pas qui ni comment, mais ce n'est pas lui. Je te promets que ce n'est pas lui. Après avoir raccroché, j'ai appelé Mark et lui ai raconté ce qui s'était passé. Il est resté silencieux longtemps. Puis, il a dit très doucement. Il savait pour Biscotte. Je sais. Comment ont-ils su pour Biscotte? Nous n'en parlons jamais. Il n'y a rien en ligne. Comment quelqu'un peut-il connaître le nom de mon chien d'enfance? Je n'avais pas de réponse. Mais pour la première fois, j'ai commencé à me demander si ce n'était pas plus qu'un vol d'identité. Cela ressemblait à quelqu'un qui étudiait Mark, l'apprenait, cataloguait chaque détail de sa vie, devenait lui. Nous avons passé la semaine suivante à avertir tout le monde, la famille, les amis, les collègues, quiconque pouvait recevoir un appel ou un texto de Mark. Nous avons envoyé le même message à tous. Quelqu'un se fait passer pour Mark en utilisant une sorte de technologie vocale avancée. Ne faites confiance à aucun appel téléphonique. N'envoyez pas d'argent. Si vous recevez un appel de Mark demandant quoi que ce soit d'inhabituel, raccrochez et contactez-nous directement. La plupart des gens ont été compréhensifs. Quelques-uns ont pensé que nous devenions paranoïaques. Mark a passé ses contacts en revue de manière obsessionnelle. D'anciens collègues, des camarades de chambre universitaire, des ex-petites amies, quiconque pouvait lui en vouloir. Rien n'avait de sens. Il n'avait jamais gravement nui à personne, n'avait jamais eu d'ennemis, n'avait jamais rien fait qui puisse inspirer ce genre de harcèlement obsessionnel et méticuleux. Nous avons engagé un détective privé, Raymond Chen, ancien du FBI, 22 ans d'expérience dans les affaires de fraude et de cyberharcèlement. Chen était cher mais minutieux. Il a interrogé Mark pendant 3 heures, documentant chaque relation, chaque conflit, chaque connaissance occasionnelle qui pouvait avoir accès à des informations personnelles. Voici ce que je peux vous dire, dit-il après son enquête initiale. Celui qui fait cela a accès à des informations qui ne sont pas publiquement disponibles. Le nom de votre animal de compagnie, votre horaire de travail, la routine
quotidienne de votre ex-petit ami, ce n'est pas quelqu'un qui a acheté vos données suite à une fuite. C'est quelqu'un qui vous observe depuis longtemps. Combien de temps? Des mois? Peut-être plus. Les messages vocaux à votre ex sont sophistiqués. La seule correspondance vocale nécessite des échantillons audio extensifs. Cela signifie que quelqu'un vous a enregistré des appels, peut-être des réunions, peut-être quelque chose dont vous ne savez même pas l'existence. Mark avait l'air malade. Vous dites que quelqu'un me harcelait, je dis que quelqu'un vous étudiait, construisait un profil, collectait des données, et quel que soit son objectif final, il n'avait pas encore fini. La nuit où tout a basculé a commencé calmement. Le 15 mars, un dimanche, Mark devait aller à une fête chez son collègue Henderson, mais il s'était réveillé nauséeux et avait décidé de ne pas y aller. Viens juste chez moi, lui et je dis, on commandera une pizza et on regardera le match. Une soirée tranquille, il est arrivé vers 19h. Nous avons commandé chez Sal, nous nous sommes installés sur le canapé. À 21h47, les coups ont commencé. Ouvre-moi, j'ai besoin d'aide, tout de suite. La voix de mon frère venant de l'extérieur de ma porte d'entrée, mais mon frère était sur le canapé à côté de moi. Plus de coups, désespéré. Allez, quelqu'un me poursuit. Ouvre la porte. Ma main s'est dirigée vers le verrou mortier. Mark a agrippé mon bras. Non, son visage était blanc. Ses mains tremblaient. C'est ma voix, chuchota Théil. C'est exactement ma voix. Les coups ont continué, plus fort, frénétique. S'il te plaît, je suis blessé. Pourquoi vous n'ouvrez pas la porte? J'ai fixé la porte, puis Mark, puis la porte à nouveau. La même voix, la même intonation, la même personne, du moins en apparence. C'est moi. La voix dehors a hurlé. C'est Mark. Ouvrez cette putain de porte. Mark a sorti son téléphone. Ses mains tremblaient si fort qu'il a failli le faire tomber. Il a composé le 17. Quelqu'un est devant la maison de mon frère en prétendant être moi en utilisant ma voix. Envoyez quelqu'un tout de suite, je vous prie. L'opérateur, calme, professionnel, nous a dit de rester à l'intérieur, rester loin des fenêtres, garder les portes verrouillées. Des unités étaient en route. Les coups se sont arrêtés. Le silence. Puis la voix à l'extérieur a changé. Plus grave, plus calme, presque amusée. Je sais que vous êtes tous les deux là-dedans. Mon sang s'est glacé. J'entends la télé. Je sais que vous n'êtes allés nulle part ce soir. L'étreinte de Mark sur mon bras s'est resserrée. Tu n'étais pas censé être à la maison, Mark. Tu étais censé être à la soirée chez Henderson, la fête de Henderson. Celle que Mark avait déclinée à la dernière minute parce qu'il se sentait mal. Celui qui était dehors connaissait son emploi du temps. Savait où il était censé être. Savait que ce soir, maintenant, j'étais censé être seul à la maison. Ouvrez juste la porte, dit la voix. Plus douce maintenant, presque mielleuse. Je veux juste parler. Nous pouvons régler ça. Aucun de nous n'a bougé. Je m'entraîne depuis des semaines, a poursuivi la voix. Presque un chuchotement maintenant. Je suis devenu vraiment bon pour être toi. Une pause. Meilleur que toi. Honnêtement, les gens m'aiment plus. Ta mère était si heureuse de m'entendre la semaine dernière. Elle a dit que j'avais l'air plus comme le vieux Mark. Celui d'avant que tu ne deviennes trop occupé et n'oublie tous ceux qui t'aimaient. Mark a émis un bruit comme s'il avait reçu un coup de poing. Ton ex-petit ami te manque, au fait. Le vrai toi. Pas celui qui a oublié son anniversaire 3 années de suite. Moi, je m'en suis souvenu. Je l'ai appelée. Elle a pleuré. Elle a dit qu'elle n'avait jamais su que tu pouvais être si attentionné. Des lumières bleues et rouges ont soudain inondé la pièce à travers les rideaux. 2 voitures de police. Pas de sirène. Elles étaient arrivées en silence. La voix dehors a juré. Nous avons entendu des pas qui couraient, puis des cris. Des officiers hurlant des ordres. Un bruit sourd. Quelqu'un qui tombait lourdement au sol. J'ai enfin regardé par la fenêtre. Un homme était face contre terre sur ma pelouse. On lui menottait les mains dans le dos. Je l'ai reconnu immédiatement. Derek Simon. Je connaissais Derek pas très bien. C'était un collègue de Mark, pas le mien. Mais je l'avais rencontré quelques fois lors d'événements de l'entreprise. Un type discret, du service informatique, toujours en lisière des conversations, riant un peu trop fort aux blagues des autres. Mark l'avait mentionné 1 ou 2 fois, disant que Derek était serviable quand il avait besoin d'assistance technique, mais qu'il y avait quelque chose de décalé chez lui, trop empressé, trop intéressé par la vie personnelle de Mark. Il posait des questions qui semblaient cataloguer des informations plutôt que faire la conversation. Il veut toujours savoir ce que je fais le week-end, avait dit Mark une fois. Pas de façon amicale, de façon spécifique, comme s'il prenait des notes. Nous en avions ri, avions balayé ça d'un revers de main. Ce fut une erreur. La police a procédé à l'interpellation de Derek sur place. Quand ils l'ont relevé, il a regardé vers la fenêtre, où Mark et moi observions et a souri. J'étais si proche. Hâté, il criait. 5 minutes de plus et j'aurais tout eu. Les officiers l'ont poussé vers la voiture de police, mais Derek n'avait pas fini. Vous ne comprenez pas. J'améliorais sa vie. Tout le monde m'aime plus que lui. Sa mère m'adore. Sa copine veut que je revienne. Son patron me trouve plus fiable. Je suis le meilleur Mark. Ils l'ont poussé sur la banquette arrière. Son téléphone était toujours dans sa main quand ils l'ont attrapé. L'écran était allumé. Une application de clonage vocal en cours d'exécution, prête
apte à parler avec la voix parfaite de mon frère. L'enquête a duré 3 mois. La commandante Sarah Chen, sans lien de parenté avec notre détective privé, a dirigé l'affaire, 23 ans dans la police, spécialisée dans le cyberharcèlement et les crimes facilités par la technologie. Ce qu'elle a découvert était pire que tout ce que nous avions imaginé. Derek Simon harcelait Mark depuis 18 mois. Il avait commencé aux services informatiques où il avait un accès légitime au système de l'entreprise. Il avait configuré le téléphone professionnel de Mark, paramétré son email, l'avait aidé à résoudre des problèmes informatiques. Chaque interaction lui donnait plus d'accès, plus d'informations, plus de pièces de la vie de Mark à collectionner. Il avait installé un logiciel de surveillance sur l'ordinateur professionnel de Mark, des enregistreurs de frappe qui capturaient chaque mot de passe, chaque email, chaque message instantané, un logiciel d'enregistrement d'écran qui documentait toute la vie numérique de Mark. Il avait accédé à l'email personnel de Mark via des liens de réinitialisation de mots de passe récupérés. De là, il était entré dans les réseaux sociaux, les applications bancaires et le stockage en cloud. Chaque photo que Mark avait jamais prise, chaque texto qu'il avait jamais envoyé, chaque message vocal qu'il avait jamais laissé. Derek avait construit une base de données. Nous avons trouvé plus de 8000 clips audio sur son disque dur, nous a dit la commandante Chen lors d'un compte rendu. Extraits d'appels téléphoniques, de messages vocaux, de chats vidéo. Il utilisait un logiciel de clonage vocal par IA pour synthétiser la voix de votre frère à partir de ces échantillons. La technologie est devenue terrifiante ces dernières années. Avec suffisamment de données d'entraînement, c'est virtuellement impossible à distinguer de la vraie voix. Et les informations personnelles, ai-je demandé, le nom de notre chien, le numéro de notre mère. Il avait des dossiers sur toute votre famille, l'adresse de votre mère, son numéro de téléphone, son emploi du temps quotidien, votre historique professionnel, votre statut relationnel, vos restaurants préférés. Il construisait des profils depuis plus d'1 an, recoupant tout, cherchant des vulnérabilités. Mark était pâle. Pourquoi? La commandante Chen a hésité. Nous avons trouvé des journaux, dit-elle prudemment, écrits à la main, remontant à 18 mois. Derek documentait tout, ses observations sur vous, ses améliorations de votre personnalité, ses plans. Des plans pourquoi? Pour devenir vous. Littéralement, il voulait prendre le contrôle de votre vie. Elle fit une pause. Dans ses journaux, il écrivait que vous ne méritiez pas ce que vous aviez, le travail, l'appartement, la famille qui vous aimait. Il pensait pouvoir faire mieux, être un meilleur fils, un meilleur petit ami, une meilleure version de vous. Les mains de Mark tremblaient. Il allait tout prendre. Chen a poursuivi. Il avait déjà préparé le terrain, le vol d'identité, les crédits automobiles, les fausses réunions pour nuire à votre réputation au travail. Son plan était de détruire votre crédibilité, de vous isoler de tous ceux qui vous faisaient confiance, puis de prendre votre place pendant que vous étiez trop affaibli pour vous défendre. Et ce soir devait être l'étape finale. Il savait que vous seriez à la fête de Henderson. Il allait se présenter chez votre frère en prétendant être vous en détresse. Entrer, faire ce qu'il devait faire pour prendre votre place de façon permanente. Je me suis senti mal. Que signifie de façon permanente? La commandante Chen n'a pas répondu. Elle n'avait pas besoin. Derek Simon a été inculpé de 18 chefs d'accusation, incluant vol d'identité, fraude, harcèlement, usurpation d'identité criminelle et tentative d'effraction. Le procureur, le substitut Michael Torres, a soutenu avec succès que Derek représentait un risque extrême et devait être maintenu en détention provisoire. Ce prévenu n'a pas simplement volé un numéro de carte de crédit, a déclaré Torres au juge lors de l'audience de détention. Il a systématiquement tenté d'effacer un être humain et de le remplacer. Le niveau de planification, la durée, la sophistication psychologique, c'est l'une des affaires de crime basées sur l'identité les plus troublantes que j'ai vues en 20 ans. L'avocat commis d'office de Derek a tenté d'invoquer des problèmes de santé mentale, mais les journaux ont ruiné toute prétention que Derek ne comprenait pas ce qu'il faisait. Il savait parfaitement ce qu'il faisait. Il en était fier. Le procès a duré 2 semaines. Derek a témoigné en sa propre défense contre l'avis de son avocat. Ce fut un désastre. Sur le banc des témoins, il n'arrêtait pas de parler de sa supériorité sur Mark, de la façon dont Mark gâchait ses opportunités, du fait que leur mère méritait un fils qui appelait plus souvent, que Mélanie méritait quelqu'un qui se souvenait de son anniversaire. Je n'essayais de faire de mal à personne, a insisté Derek. J'essayais d'aider. Mark n'apprécie pas ce qu'il a. Moi, je l'aurais apprécié. J'aurais tout fait comme il fallait. Le procureur a posé une dernière question. Monsieur Simon, que comptiez-vous faire si Jason Leroy avait ouvert cette porte? L'avocat de Derek a objecté. Le juge a rejeté l'objection. Derek a souri. J'allais expliquer, lui montrer à quel point je suis meilleur, l'aider à comprendre qu'il était temps pour Mark de disparaître et pour moi de prendre la relève. Et s'il n'était pas d'accord, le sourire de Derek s'est effacé. Alors je l'aurais forcé à être d'accord. Le jury a délibéré pendant 4 heures.
coupable sur tous les chefs. Derek Simon a été condamné à 23 ans de prison, avec une évaluation psychologique obligatoire et aucune possibilité de libération conditionnelle avant au moins